Les hauts lieux d'Israël. Un guide vous raconte tous les matins et tous les soirs les hauts lieux d'Israël, une série proposée par Radio Communauté Judaïque FM, réalisation technique Samuel Chekli. Gil, bonjour, nous sommes toujours dans le Negev. Nous sommes aujourd'hui à Avdat. Avdat, ce sont les ruines d'une cité nabatéenne, et ceux qui aiment les vieilles pierres seront enchantés ici. Au surplus, peut-être qu'un jour on fera un développement télévisé, un prolongement télévisé à cette série d'entretiens que nous avons sur les hauts lieux d'Israël, et nos auditeurs s'apercevraient alors combien ce paysage est beau, combien ce désert est très beau. On imagine ici tout à fait des westerns. C'est un paysage assez féerique. Et nous sommes ici à Avdat, qui est une ancienne cité nabatéenne. Voilà. Vous avez dit c'est un haut lieu d'Israël, effectivement. D'abord, un terrain splendide. Deuxièmement, nous sommes en altitude ici, sur ce qu'on appelle le mont du Negev, en direction entre Sde Boker et Mitzpe Ramon, autrement dit entre le centre du Negev, la région de Beersheva, et la région très rocailleuse qui descend vers Eilat. On est donc dans une région très accidentée. Avdat est un haut lieu, nous sommes à 614 mètres au-dessus du niveau des mers. Elle a le profil de la forteresse de Masada, ce même type de plateau érodé, entouré de canyons escarpés, comme on peut trouver, aux États-Unis, dans la région de Grand Canyon. Et c'est le théâtre d'une histoire extraordinaire. C'est l'histoire d'un peuple qui s'appelle le peuple nabatéen, que l'on connaît peu, à vrai dire, jusqu'à ce jour, qui a vécu dans la région entre le 5e siècle avant l'ère chrétienne et qui a été massacré par les Romains. Mais à la fin de l'époque romaine, les Romains étaient suffisamment intelligents pour ne pas massacrer leurs ennemis avant d'en tirer le maximum d'informations. Et quel est le trésor et le secret de ces Nabatéens? C'est évidemment une maîtrise tout à fait unique du désert. Alors, replaçons cette histoire dans son contexte de l'époque. C'est avant tout un peuple que l'on appelle dans les textes latins des Arabes, appelons-les les Sémites, pour être plus précis, qui vivent dans la péninsule arabique et qui ont une particularité: ils sont maîtres, physiquement maîtres d'un désert qui va depuis le golfe Persique ou bien le golfe d'Eilat vers la Méditerranée. Ils sont les seuls qui savent les secrets de ce désert, autrement dit, comment on s'y déplace, par où passer, et comment on y survit, et grâce à quoi. Ils ont aussi une maîtrise extraordinaire des animaux qu'ils utilisent pour leur caravane, puisqu'ils sont avant tout des passeurs, des marchands, ou plutôt des caravaniers. Autrement dit, les uns leur confient des biens et payent pour le transport, les autres les attendent au port de Gaza, qui était leur port principal, leur Méditerranée, récupèrent les biens, et tout ceci va à Rome. Les femmes de Rome se parfument avec des parfums venant d'Orient, utilisent des épices venant d'Orient. Les Anabatéens ont donc une place clé dans l'histoire du Moyen-Orient dont nous parlons. Nous avons mentionné au cours de nos visites l'importance de la terre d'Israël comme étant le lieu pivot entre l'Europe et l'Afrique. Cette fois-ci, c'est entre l'Orient et la Méditerranée qu'il s'agit. Et ce peuple nabatéen vit dans un groupement social très particulier, des gens très unis, une communauté, les uns au service des autres. Les uns sont les caravaniers et les autres développent une série de campements qui deviendront avec le temps des forteresses, qui s'installent aux étapes de ces caravanes et qui sont là pour donner à ces caravaniers tout ce qu'ils ont besoin, en nourriture, en sécurité, en protection de ce qu'ils transportent, et l'endroit doit être autonome. Leur capitale se trouve aujourd'hui, ce qui est en Jordanie, c'est le plus haut lieu de la Jordanie. Si parmi nos auditeurs il y a des gens qui font leur venue en Israël par la Jordanie, sachez que c'est faisable, mais nos voisins jordaniens ne vous permettront pas d'aller la visiter si vous venez d'Israël. Alors commencez votre périple par là-bas. Alors d'Amman, vous prenez la route des rois ou la nouvelle route, deux routes qui font Amman-Akaba et qui arrivent sur ce site extraordinaire de Petra, qui est sans aucun doute une des 7 merveilles du monde, une cité
qui est taillé dans la montagne rouge d'Édom. Édom était un des grands ennemis d'Israël, vous vous rappelez des 7 peuples qui entouraient Israël, et vous verrez là-bas une cité qui a été complètement façonnée dans la montagne. On n'y a pas rajouté une seule pierre, ils ont taillé la roche elle-même. Et là-bas siégeait ce roi qui, en l'an 9, je crois de l'an 9 à l'an 30 de l'ère chrétienne, s'appelait Avdat, et c'est lui qui a donné le nom à la ville où nous sommes ici. Et de Petra, centre de la civilisation nabatéenne, partaient ces caravanes vers l'an-delà du Jourdain, vers là où nous sommes. Et alors, elles avaient de notre côté, donc du côté de la terre d'Israël, plusieurs villes, une proche de nous à côté de Dimona, et je conseille à chacun de la visiter, superbe, la fameuse Memphis. J'étais très gêné, notre obligation de ne faire qu'une dizaine de programmes nous a fait faire des choix dramatiques, mais Memphis, qui s'appelle en hébreu Mamshit, est superbe. Ensuite, Avdat, la principale. Et alors ensuite, vous avez Shifta et Nitzana sur la frontière égyptienne, qui toutes les deux sont éloquentes. Le désert du Negev n'a pas été dans la première des priorités du tourisme israélien. Je le déplore personnellement. Nous qui avons grandi sur la découverte du désert au Sinaï à l'époque où il était entre nos mains, avons appris à apprécier ces régions extraordinaires de bédouins, de marchands, d'hospitalité, et c'est une civilisation extraordinaire que nous côtoyons ici. Il faudrait dire à nos auditeurs que nous sommes assis ici sous une température assez élevée. Je crois qu'on a dépassé déjà depuis 2 heures au moins les 45 degrés, en plein soleil, dans le pressoir à raisin des gens d'Avdat. Alors comment ces gens-là faisaient-ils de l'agriculture? C'est évidemment leur secret. Ils connaissaient les chemins du désert, mais ils savaient maîtriser l'eau. Ils avaient compris le moyen seul et unique de faire de l'agriculture. Ils avaient des petites parcelles, vous les voyez à nos pieds dans les canyons d'environnement, ces espèces de lignes de pierre que nous voyons à l'horizon sont les restes de petits murets qui étaient des parcelles qui étaient placées au cœur des canyons eux-mêmes. Et ces canyons, dans un terrain imperméable qu'est le Negev, récupère de l'eau en hiver, de l'eau des montagnes. Cette eau des montagnes restait noyée cette région pendant quelques journées seulement, ensuite tout s'évaporait, mais une petite partie de l'humidité restait et permettait de développer les cultures. On avait ensuite un système de canaux très très sophistiqué, des centaines, des milliers d'heures de travail investis pour chaque petite parcelle de quelques mètres carrés, et ces canaux récupéraient l'eau des pluies à l'intérieur des canaux pour que rien ne se perde. De l'autre côté, face à la route, vous voyez là, c'est la route principale Beersheva Elat, passant par Mitzpe Ramon, vous voyez une roche très blanche, à l'intérieur de laquelle nous remarquons des cavités. Ils avaient creusé dans cette roche de calcaire de dolomite des citernes, et ces citernes-là aussi récupéraient les eaux de pluie. Mais je crois que la chose la plus impressionnante, c'est derrière nous, sur les remparts de la forteresse, ils avaient tout un système dans cette pierre blanche très très belle, ça ressemble un petit peu à la pierre de Jérusalem, un système de récupération de la rosée. Je crois que les Nabatéens resteront dans l'histoire ceux qui ont su maîtriser de la rosée, et grâce à elle, faire de l'agriculture. D'ailleurs, à nos pieds, nous voyons une petite ferme. C'est une ferme qui appartient à l'université de la région. Et ici, nous faisons des recherches. Nous essayons en Israël, en 1989, de refaire fonctionner les fermes agricoles nabatéennes qui ont fonctionné ici il y a 2000 ans. Et nous sommes assis ici même, dans le pressoir à raisins. Chaque famille amener sa récolte dans ce désert des plus arides, emmener ses raisins, et quelle preuve plus éloquente de la véracité de ce que je vous raconte ici que de voir les restes de ces pierres. Et nous assistions ici au travail de la presse, la femme et ses enfants en train d'écraser les raisins dans cette petite carré délimité, et ensuite le jus qui dégouline dans une espèce de petite pièce dont le fond est en pente et au milieu duquel se trouve un trou. Ce trou permet au jus de raisin lui-même de se canaliser et va dans cette jarre que vous voyez là. Les Nabatéens étaient probablement le seul peuple de la région qui a su faire un très bon vin, en delà de tout ce qu'on est capable de faire en terre d'Israël. Malgré les problèmes d'ensoleillement, on avait ici dans ce désert très aride du vignoble. Alors nous sommes aussi ici évidemment à côté de Sde-Boker. On ne peut pas parler d'Avdat sans mentionner le désir de David Ben Gurion, lorsqu'il a quitté Tel Aviv, de venir s'installer dans la région. Et il a décidé de venir au fin fond du désert, dans la partie la plus aride, et il a choisi justement de rejoindre ce jeune groupe de pionniers qui s'était installé à quelques kilomètres seulement d'Avdat, à Sde-Boker,
et qui savait que l'histoire peut se refaire et que s'il y a 2000 ans on a su maîtriser ce désert, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas capables de le faire. Alors il est venu s'installer dans cette région et il a essayé de promouvoir à sa façon, en tout cas en attirant les autres par son propre exemple, le retour du peuple d'Israël vers ce désert du Negev. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des Nabatéens ici sur le terrain? Vous remarquez d'abord que la cité était très fortifiée, d'énormes écuries, principalement pour les chameaux de la région. Ensuite, aller au IIIe siècle et surtout au IVe siècle. Au IVe siècle, vous vous rappelez que la terre d'Israël, qui était au fin fond de la région romaine, devient un lieu très important lorsque Constantin reconnaît le christianisme comme étant la religion impériale. Et à ce moment-là, toutes les cités de cette région deviennent des lieux importants pour la chrétienté. Et nous découvrons ici de superbes ruines. Et il n'y a pas besoin d'être chrétien pour venir ici. Chaque Israélien, chaque visiteur peut être épaté par la beauté de ces églises qu'on a retrouvées dans ce désert, comme on dit, au milieu de rien. Et les chrétiens se sont installés. On construit ici plusieurs petits monastères et on essaie de recréer le sentiment de retraite dans le désert qui avait existé à l'époque de Jésus. Pour conclure, la forteresse d'Avdat, c'est avant tout le haut lieu de la maîtrise du désert, un théâtre éloquent dans un paysage, j'allais dire, de rêve. Si vous venez dans la région, ne manquez pas Mitzpe Ramon qui se trouve à une vingtaine de kilomètres d'ici et où se trouve aujourd'hui un très beau centre pour les visiteurs, centre sur le désert, et vous rencontrerez ici toute la végétation, la faune et la flore qu'on ne peut décrire à ce micro mais qui sont quand même très impressionnantes. Et pour tous ceux parmi vous qui ont l'habitude de descendre à Eilat pour leur repos et leur farniente, voici un itinéraire alternatif assez extraordinaire. Gil, qu'est-ce qui a été retenu aujourd'hui des méthodes des Nabatéens? Qu'est-ce qui a été repris aujourd'hui par les Israéliens? Les études qui ont été faites ici, surtout par le professeur Abraham Negev dans la région et dans la ferme agricole que nous voyons là, nous ont appris que le secret de la maîtrise du désert provient avant tout de l'analyse du sol et de l'analyse précise de la climatologie. Nous sommes dans une région qui donne très très peu de pluie, de l'ordre de 100 à 120 mm par an, ce qui est moitié moins que ce qui aurait suffi pour être considéré par les experts en écologie comme étant un désert aride. Et les Nabatéens ont su lire exactement la nature du terrain. Je rappelle à nos amis que le mot Negev, qui représente souvent dans la Bible le sud, ou bien le désert, veut dire avant tout éponge. Et c'est par son côté imperméable que ces qualités naissent. C'est par le fait qu'il peut devenir totalement noyé par l'eau qui arrive ici une ou deux fois l'an, que se trouve en fin de compte le secret de cette région-là. Et nous l'avons appris par l'étude de leurs fermes, par l'analyse de ces canaux gigantesques, la proportion, sachez-le, des parcelles qui servent à récupérer de l'eau de rosée ou de l'eau de pluie par rapport à la taille des parcelles agricoles était chez les Nabatéens de 1 à 30. Ils récupéraient 300 mètres carrés de terrain qui était travaillé pour récupérer l'eau pour obtenir 1 mètre carré de terrain utilisable. Mais la beauté et la force de la chose, c'est qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas besoin de la conduite nationale d'eau que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas besoin de faire venir l'eau du lac de Tibériade ou de Tel Aviv. Ils vivaient dans une autonomie totale, ce qui était évidemment leur force. Et je conclurai peut-être par ce qui a été le début de notre entretien. Les Romains laisseront ce peuple vivre, bien que les Romains veulent s'approprier le plus vite possible les voies de commerce. Les Romains les laisseront vivre pendant plusieurs siècles jusqu'à qu'ils maîtrisent totalement leur savoir. Un savoir fort complexe. Et dans la visite que nous allons donner à Sde-Boker, nous ne manquerons pas de mentionner ce centre de recherche du désert qui met à profit exactement ces informations. C'était les hauts lieux d'Israël. Gil Peretz évoquait pour vous aujourd'hui Avdat, cité nabatéenne située dans le Negev.